Je suis Jean-Baptiste Farkas, artiste, et en ce moment doctorant depuis environ 2 ans et demi sur la question des logiques soustractives observées en art. Et peut-être que je pourrais commencer par justement cette inscription en thèse qui était pour moi une façon de mettre au point sur le plan théorique des choses que je développais depuis très longtemps, la soustraction en art, et de prendre ce temps de la thèse pour vraiment entrer dans les livres, explorer des auteurs en relation avec la décroissance, enfin, ce genre de notions, l'écologie politique, etc. Et c'est ce qui explique ma prochaine intervention, qui sera sur le protocole dans sa relation avec l'éco-anxiété, c'est-à-dire comment le protocole ou la partition, ou moi j'appelle ça le mode d'emploi, est une écologie qui nous permet de pratiquer l'art de façon extrêmement légère, presque je dirais en combat contre les grosses machines quoi, de l'industrie culturelle, etc. Alors ça, c'est le livre qu'on vient de publier aux éditions Riot, qui étaient à Saint-Denis, à côté de Paris, mais qui maintenant sont à côté de Lyon. Et il s'agit d'une réactualisation, la 5e ou 6e, mais on va le voir plus tard, de mon livre, de mon manuel des modes d'emploi et des passages à l'acte. Je dis manuel parce qu'en réalité, il s'agit d'une collection de modes d'emploi. Collection que j'ai commencé, en fait, je pose la chose en 1998, donc juste avant le passage à l'an 2000. Le premier livre ne sort qu'en 2004, on le voit ici aux éditions Zédélé à Brest. C'était la première collection de protocoles, Glitch ensuite en 2006. En 2010, des modes d'emploi et des passages à l'acte. Le tournant au style qui est plus des retours sur les expériences que j'ai menées grâce à ce manuel. Le livre en anglais en 2017. Et en 2016, ce que j'ai appelé retour d'usager, c'est-à-dire que j'étais toujours au centre de mon dispositif, mais il m'a semblé important de faire parler des gens qui avaient activé certains de mes protocoles sans m'interposer. Et donc on a appelé ça retour d'usager. C'était un projet de quelqu'un de Toulouse qui m'a fait cette préposition et qui m'a dit « Mais toi, sans parler, invite des gens qui ont pratiqué certains de tes modes d'emploi et demande-leur une description de l'activation effectuée. » C'est donc ce livre Retour d'usager. Alors, autre chose très importante, je fais des allers-retours, autre chose très importante, donc je l'ai mis en copyleft. Tu l'as évoqué tout à l'heure, Mélanie, mais cette idée en fait de libérer complètement ce dispositif parce que ces protocoles doivent circuler, c'est pour moi le plus important, le plus possible. Donc aujourd'hui, le livre est un PDF dont la forme est gratuite. On se l'envoie, on le diffuse de cette façon par envoi mail. Il n'est pas pour l'instant en ligne sur des sites, mais l'idée c'est plutôt par rencontre à des gens qui s'y intéressent. Ça peut être vous, si vous me le demandez, je vous l'enverrai. Et les contenus sont en copyleft. Par contre, pas les œuvres auxquelles renvoient ces notations. C'est-à-dire que le texte est en copyleft, mais les œuvres, par contre, ne le sont pas, parce que les œuvres peuvent être vendues, et je vais y venir. Il est dédié à Guillaume Olivier-Vigne, avec qui j'ai longtemps travaillé. Et il y a eu cette introduction que j'ai reprise plusieurs fois, que je vais pas y revenir maintenant, mais en tout cas, mon idée, c'était de démontrer qu'il était possible de faire de l'art sans passer par le lieu d'exposition, c'est pour ça que je posais la question, et d'activer des protocoles par échange entre personnes dans des contextes domestiques, quotidiens. Et c'est ce qu'on a fait pendant pratiquement donc maintenant 20 ans. Il s'est fait que j'avais quand même un certain nombre de protocoles qui renvoyaient à l'exposition pour la critiquer, à l'objet d'art, etc. Et ça a été aussi activé de nombreuses fois. Je vous passe le détail. Mais le livre commence par des instructions qui donnent, c'est pour ça que je vous disais que j'allais vous présenter l'outil, des modalités. Modalités qui contraignent quand même le manuel. Alors certains services, modes d'emploi, sont présentés sous la modalité « nous l'activons pour vous ». Et ce sont des modes d'emploi que j'active pour les gens. Et dans ce cas, en tant que prestataire, on fait appel à moi.
et j'active un des services qui ne figure que sous cette modalité-là. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a peut-être, on va dire, un peu moins de 10 sur environ, on va dire, 130. Autre modalité, à vous de l'activer. Alors là, je n'entre pas dans le jeu et ce sont vraiment les lecteurs qui les activent par leurs moyens. Et puis ensuite, évidemment, c'est logique, les deux modalités côte à côte. Soit les gens les activent comme ils le souhaitent, sans faire appel à moi, ou alors me demandent une activation de mode d'emploi. Mais il y a aussi d'autres instructions, d'autres possibilités, les délégations. Donc créer un nouveau service, et ça a très souvent été le cas. Donc je ne suis pas l'auteur unique de ces modes d'emploi, et je dirais même qu'il y a au moins, je dirais peut-être 40 personnes qui ont contribué à l'écriture de certains des modes d'emploi présentés dans ce manuel. Alors c'est assez compliqué parce qu'il faut revenir vers eux assez souvent. Parfois ce sont des collaborations, donc il faut se mettre d'accord, et puis parfois ces autres auteurs évoluent et ne sont plus vraiment d'accord avec ce qu'on avait écrit au départ. Donc le livre est en perpétuelle réécriture, mais au fond c'est ce que j'aime et c'est pour ça qu'il est réédité si souvent, c'est parce qu'il est en mouvement permanent. Alors autre délégation beaucoup plus importante, modifier un service déjà activé au moins une fois. Et donc quelqu'un trouve un des services qui l'intéresse, n'en est pas vraiment content parce que ça ne fonctionne pas si bien que ça. C'est-à-dire qu'on lit le mode d'emploi, mais c'est un petit peu chaotique, on ne comprend pas vraiment. Et cette personne m'écrit et me fait une proposition de transformation du service, qui parfois annule le service souche de départ, ou parfois, quand c'est intéressant, on met les versions successives d'un même service qui avait été par exemple commencé par moi et quelqu'un d'autre, et puis continué par une ou plusieurs autres personnes qui voient finalement des modifications possibles. Et c'est pour ça que dans tous mes manuels, je laisse mon adresse mail pour qu'on m'écrive à n'importe quel moment pour une activation dont on va me faire un retour, pour une création d'un nouveau service, pour une correction d'un service déjà existant, etc., etc. Alors, ce qui est aussi finalement étonnant aujourd'hui en 2020 quand le livre sort, c'est qu'on a parfois des temps très longs. Par exemple, les services du début du livre sont de 2000 ou de 2001. Mais ce qui n'empêche pas que certaines variantes des services surviennent 15 ans plus tard, par exemple. Donc on a quelqu'un qui crée un service en 2000 et puis en 2015, on a une suite. Et je trouve aussi ce télescopage des temps à l'intérieur du manuel fort intéressant parce que ça laisse l'ensemble toujours vivant, perturbant, parce que même moi je me dis, mais laquelle était mieux, celle d'avant, celle d'après? Est-ce que finalement c'est mieux libellé maintenant ou est-ce que ça devient un supplément qui rend les choses plus confuses à présent? Enfin, moi-même je suis en perpétuel travail par rapport à ce manuel qui me pose toujours peut-être autant de questions qu'aux gens qui le... Je vais revenir en arrière parce que je pense à quelque chose dont on avait parlé tout à l'heure. Je ne sais pas si je le retrouverai. Il y a aussi, voilà, c'est là, la question de la participation. Donc, participer, c'est mettre un mode d'emploi en pratique. Mais c'est aussi commander la mise en pratique d'un mode d'emploi. Donc, je l'ai dit, on peut me commander à moi ou plusieurs, ou carrément à quelqu'un d'autre, un mode d'emploi, c'est déjà arrivé. On peut me faire la proposition d'un nouveau mode d'emploi. On peut me proposer la variante d'un mode d'emploi déjà mis en pratique au moins une fois. Règle que j'ai imposée parce qu'au début c'était trop facile. Les gens disaient ah ben non, ça tu devrais le changer, etc. Mais j'impose en fait la passe à la pratique parce que je considère que c'est une exigence de savoir quel était le problème en pratiquant le service. Et donc j'en viens aussi à une question très importante sur le manuel. C'est que c'est pas de la littérature, c'est un vrai manuel. Et que il y a un aller-retour absolument nécessaire entre ce qui est écrit et la mise en pratique. On est dans vraiment, j'appelle ça des modes d'emploi et des passages à l'acte, précisément pour cette raison. On passe tous ces modes d'emploi à l'acte. Et d'ailleurs, quand ils ne sont jamais mis en pratique, pour moi, c'est qu'il y a un problème. Et parfois même, je les enlève de la dernière base de données, parce que finalement, n'ayant jamais attiré l'attention, je me dis qu'il y a peut-être dans la forme de présentation textuelle du mode d'emploi un problème qui fait qu'il y a une barrière et qu'on ne comprend pas exactement de quoi il s'agit, et que donc on ne souhaite pas le pratiquer, le vivre. Mais toujours, il y a cette question de l'aller-retour entre la théorie et la pratique,
Donc la théorie redevient pratique, la pratique redevient théorie, donc vous l'avez compris, puisque les services s'écrivent au fil du temps, les années passent et on réécrit sans cesse. Donc, voilà. Alors maintenant, je peux présenter peut-être quelques services, par exemple dans les récents dépôts abusifs. Donc, mode d'emploi, à leur insu, choisir des personnes à qui vous confierez des artefacts de plus en plus volumineux qui leur seront présentés comme étant des œuvres d'art de votre cru, dotées d'une certaine valeur au moins sentimentale. L'activation du service consistera ensuite à ne jamais reprendre ces objets. Dépôt abusif. Qui est une variante de bourg, qui était un très vieux service de 2000, encombrement de 1 à 100% d'un espace de vie par l'accumulation d'objets. L'obstruction totale, provisoire ou définitive de cet espace est le but recherché. Tu me demandais aussi, alors on ne te voit pas, tu es hors champ, mais la question de la vente des services est très importante parce que donc, vous l'avez compris, on peut activer absolument gratuitement tous les services qui figurent dans cette base de données. Et en plus, à présent, le livre est gratuit et aussi les textes sont en licence art libre. Alors, quelle est l'économie ? Tu l'évoquais aussi dans ta présentation. Elle est très importante dans ce projet. L'économie, je l'intitule, je dis que c'est en fait c'est un accompagnement, c'est-à-dire que tout est gratuit, mais pas forcément. C'est-à-dire que d'une part, on peut m'inviter en tant que prestataire à mettre en pratique, je l'ai déjà dit, un mode d'emploi. Et là, je suis un vrai prestataire et je fais un devis, je demande une certaine quantité d'argent pour activer un slow-mo, des heures de ménage, un glu, ce dont je vous ai déjà parlé, des annulations d'espace. Mais un collectionneur, et ça on a entré avec Guylain Mollet-Vieilleville il y a quelques années, peut aussi acquérir un service, sauf que les services peuvent être activés gratuitement par quiconque le souhaite n'importe quand. Donc qu'est-ce qu'achète le collectionneur ou l'institution en payant finalement pour un service? Et c'est là que je fais intervenir des idées un petit peu comme, je sais pas, on en parlerait peut-être dans le logiciel libre en disant que pour par exemple des développements de logiciels, on a besoin d'argent, etc. Je vois la chose un peu comme ça, c'est-à-dire que ça appartient à tout le monde, c'est public, mais si vous voulez aider les gens qui développent tous ces services, donc moi et d'autres auteurs, donnez-nous de l'argent. Et on acquiert le service une seule fois, mais dans comment dire, le contrat qui acte en fait cette acquisition pour le collectionneur ou l'institution, il est stipulé que le service, bien qu'il soit collectionné une seule fois, acheté une seule fois, reste gratuit pour quiconque le souhaite à l'activation. N'importe quand, ad vitam aeternam. Alors, l'institution, ça va parce que la dimension publique les intéresse beaucoup et donc accepte, par exemple le CNAP, certains FRAC ont acquis certains de ces protocoles et acceptent complètement. Ça se complique pour un collectionneur privé qui va dire mais oui, mais alors pourquoi? Parce que finalement, moi, je veux quelque chose qui m'appartient à moi seul, etc. Alors au début, j'avais un peu merdé, comme c'était très difficile et que je voulais quand même que des collectionneurs participent à cette opération, je leur avais promis des retours d'usagers en leur disant je vous fournirai des archives en échange de l'acquisition. Et en fait, c'était une très grave erreur parce que je m'engageais à fournir des choses, des images, des retours d'usagers, des échanges de mails. C'était complètement infernal. Et puis ça n'avait aucun intérêt, je pense, puisque toutes mes remarques textuelles racontent toutes les activations, enfin beaucoup, celles que je connais, parce qu'il y en a plein que je ne connais pas, activation des services, et il n'y avait pas besoin finalement de tout ce corpus d'archives. Et donc à partir du troisième, je dirais de la troisième vente, avec Guylain Mollet-Vieilleville, on s'est dit mais non, il faut absolument revenir en arrière, on ne donne rien. C'est-à-dire que c'est juste un accompagnement en argent, la personne nous accompagne le développement du projet, et donne de l'argent pour que tout ça reste finalement complètement gratuit. D'autres services, l'annulation d'espace, mode d'emploi, saisie temporaire d'un espace physique ou virtuel que l'on rendra impropre à l'usage. C'est exprès que les protocoles sont assez ouverts parce que j'aime beaucoup la question de l'interprétation. Et souvent les gens les prennent un peu dans la gueule en se disant mais de quoi s'agit-il? Et c'est justement cet écart
un petit peu inquiétant entre ce que c'est par le texte et ce que ça pourrait être dans la réalité, qui fait que les gens vont s'impliquer et trouver des réponses qui parfois sont très surprenantes, très très surprenantes. Et pour un même service, par exemple l'annulation d'espace, on parlait de slow-mo ce matin, le ralentisseur, qui est un service de ralentissement, agir avec une lenteur exagérée, on se retrouve face à une multitude d'activations qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et je trouve que, alors là, on est vraiment dans la vie du protocole, c'est-à-dire que chaque personne, par exemple pour l'annulation d'espace, j'ai eu peut-être dans les, on va dire, 80 activations de ce service depuis qu'il a été créé en 2001, 80 réalisations que je connais, enfin mises en pratique connues de moi, parce que parfois elles ne le sont pas, qui sont littéralement différentes, qui sont activées par exemple dans l'espace domestique, parfois dans la rue, parfois en relation avec des voisins ou des conjoints, dans un acte amoureux, dans la sexualité, par rapport à l'image, la question des écrans, du regard qu'on a scotché un miroir pour ne plus voir son image, dans sa façon de gérer son identité, etc. C'est vraiment ça qui m'intéresse, comment le protocole, on est dans presque un entonnoir qui va comme ça, on part d'une phrase qui est toute con finalement, saisie temporaire d'un espace physique ou virtuel que l'on rendra impropre à l'usage, et on se rend compte, grâce aux personnes qui le mettent en pratique, qu'il y a une infinité de réponses possibles et que ça n'est jamais arrêté, et que si j'étais encore vivant dans 30 ans, on aurait encore un nouveau livre, un nouveau des modes d'emploi des passages à l'acte, avec encore des nouvelles réponses. Et ça, je trouve ça très beau. Je trouve que c'est vraiment la vie du... Alors, je n'ai jamais lu Ingold, alors ça m'a beaucoup intéressé d'en entendre parler. Je le connais de nom, mais je pense que je partage vraiment son avis, c'est-à-dire qu'il faut que le mot advienne. Et dans l'art, dans la plasticité, si la question vraiment de la plasticité doit croiser le protocole, c'est vraiment dans la question de l'action, du passage à l'acte et de la naissance en fait d'un inattendu que le langage permet, mais que le langage seul, s'il restait à l'état de texte, euh, ne permettrait pas complètement. Et c'est pour ça que moi, par exemple, je ne veux pas exposer les protocoles. Je veux seulement les faire diffuser au travers de mails, de rencontres, ou alors il est lu, on en prend conscience, on en prend connaissance. Mais j'ai toujours un peu du mal avec le fait de le montrer, parce que pour moi, le montrer, c'est quand même, c'est très intéressant, hein, tout ce qui a été dit sur, mais c'est quand même prendre le mot pour une image. Enfin, il y a quelque chose qui m'échappe un peu, qui n'est pas de l'ordre des enjeux en fait que je me fixe. Autre service, Atelier HS, qui a été aussi énormément de fois. Alors, nous l'activons pour vous. Donc là, on est dans un cas où normalement, en principe, il y a eu des variantes ensuite qui font intervenir d'autres activateurs, mais au départ, comme c'est un service assez dangereux parce qu'on détruit des choses, parfois très violemment, j'avais proposé en 2002 de l'activer moi-même en constituant une équipe de ce que j'appelle des bourreaux. Et on l'a, au travers d'associations, d'institutions, d'écoles d'art, mis en pratique, parfois pendant des journées entières, ateliers de destruction d'objets ou de documents de valeur. Ceux-ci sont détruits selon des protocoles qui n'ont pas été imaginés. Pardon, non, je ne suis pas dans le bon. Je suis dans une variante. Désolé. Parce qu'il y a les variantes après. Atelier HS 2002. Confiez-nous les objets de premier ordre auxquels vous désirez mettre fin. Mode d'emploi. Atelier de destruction d'objets de valeur. L'objet apporté et détruit selon un protocole imaginé par son propriétaire. Et évidemment, Jean-Claude Moineau, qui est quelqu'un avec qui j'ai travaillé à une époque, voulait faire cette version violente où la personne qui apporte l'objet à détruire, on ne lui demande rien, on lui détruit simplement, sans rien lui demander. Donc on supprime la partie où la personne apporte un objet de valeur en nous demandant, en nous confiant un protocole de destruction. Variante numéro 2. Et en 2020, j'en suis encore à faire des variantes de ce, donc j'en suis à la 6e ou la 7e, sur, par exemple, l'architecture, où il s'agirait de atelier HS bâtiment. Et au moment de la destruction d'un bâtiment par une collectivité, on demanderait à cette collectivité d'imaginer un scénario de destruction. Alors évidemment, c'est très difficile à mettre en place pour des raisons d'amiante, de machin, de sécurité. Enfin, c'est complètement infernal, mais c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est cette résistance du réel. Alors réel et peut-être
réel est peut-être une illusion, mais il n'empêche qu'il y a une résistance à chaque fois, pour chaque mise en pratique, une résistance. Et c'est ce que je partage en fait avec mes activateurs. On parle toujours de ça. On parle tout le temps de cette résistance. On imaginait qu'on allait faire ça, mais en fait c'est impossible. Donc on change un peu les choses, on va le faire comme ça, on force un peu une situation réelle, et c'est ça qui m'intéresse le plus. Je parle de pollution. Je dis que j'aime en fait que ces protocoles soient pollués par la réalité, pollués dans un sens positif, hein, d'inattendu, Alors, ça vient de sonner. Oui, Voilà. 20 minutes. c'est parfait. C'est largement assez, hein,